Aussi à ceux qui nous rejoignent. Et nous accueillons la docteure Jocelyne Borel-Cuner, qui est médecin de la douleur à l'hôpital Pontoise et yoga thérapeute. Bonjour Jocelyne. Bonjour, je suis heureuse d'être ici, merci de m'avoir invitée. Avant de parler plus largement de votre parcours, pour celles et ceux qui peut-être n'étaient pas là tout à l'heure à la conférence, et pour donner aux auditeurs l'envie d'écouter la conférence, qui sera disponible aussi sur la radio, la yoga thérapie en 3 minutes, c'est quoi? Alors, voilà. En fait, c'est l'écoute des possibles d'un individu dans un système. C'est-à-dire, le système, c'est là où on vit, notre environnement, notre société, notre corps, la nature qui nous entoure, l'alimentation que l'on mange, enfin l'alimentation quoi, et puis bien sûr notre écosystème dans sa globalité. Donc c'est utiliser les outils du yoga qui sont très anciens, que l'on remet avec les connaissances scientifiques actuelles dans cette écologie du vivant. Donc c'est un véritable médecine intégrative. Et donc, c'est aussi une véritable indication non médicamenteuse de traitement pour de nombreuses pathologies, et en particulier les pathologies douloureuses. Oui, et vous reparlez là de cette notion de médecine intégrative. Et tout à l'heure, pendant la conférence, je me demandais finalement quelle est la différence entre la yoga thérapie, avec cette dimension intégrative, et l'Ayurveda, qui est aussi une approche de santé intégrative et holistique. Alors, la différence entre la médecine intégrative et l'Ayurveda ? Entre la yoga thérapie et l'Ayurveda. Finalement, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer un Ayurveda occidental, intégrant quand même le yoga ? Alors, c'est une bonne question. Du coup, je connais moins bien l'Ayurveda. Donc, je connais un peu, mais je suis pas une experte en Ayurveda, donc ça m'est difficile de dire si c'est exactement pareil ou pas. Mais il y a effectivement quand même une différence. C'est que, effectivement, l'Ayurveda, en mon sens, c'est un outil intégratif, avec une certaine spiritualité quand même aussi, et que l'on met, bien sûr, dans un continent plutôt indien. Effectivement, le yoga thérapeutique, tel que nous on l'enseigne à la faculté, tel que je le fais à l'hôpital, c'est vraiment plus issu de la médecine traditionnelle, avec des ajouts scientifiques actuels. Et il y a des éléments supplémentaires que n'utilise pas l'Ayurveda, en tout cas. Voilà, nous, on ne va pas utiliser les massages, par exemple. Et on va utiliser beaucoup plus aussi les vibrations et les sons. Mais tout en n'étant pas que du son, bien évidemment. Donc il y a quand même des nuances. Et puis, par rapport à une médecine intégrative, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot... On a utilisé plutôt médecine fonctionnelle. Parce que dans la médecine intégrative, en Europe, en Occident, aussi peut-être dans le monde entier, c'est l'association de plein de petites médecines pour dire on utilise ces moyens-là globalement comme médecine complémentaire, on va dire, mais intégrative. C'est-à-dire je vais utiliser l'hypnose, je vais utiliser l'acupuncture, je vais utiliser la kiné, je vais utiliser plein de méthodes non médicamenteuses, et je déclare que c'est de la médecine intégrative. Pas vraiment. Parce qu'en fait, la médecine intégrative, et c'est là où le yoga thérapeutique, c'est là où ça se rapproche de l'Ayurveda, va vraiment cibler un individu dans un écosystème, et c'est vraiment chaque individu est différent. Donc même si c'est global, c'est pas global pour plusieurs individus. À chaque fois, c'est très individualisé. Alors je voudrais aller un peu faire un petit détour et revenir sur des éléments qui ont été présentés pendant la conférence. Et vous avez ouvert la conférence par un hommage à vos éveilleurs de conscience. Ils vous ont éveillé à quoi ? Je n'ai pas tout à fait compris la question. Au début de la présentation, il y avait un hommage à différentes personnes, et notamment des personnes que vous avez appelées vos éveilleurs de conscience. Oui. Ils vous ont éveillé à quoi ? Ah oui, alors il n'y a aucun souci.
Il y en a eu plein, mais enfin il y en a eu plein, il y en a eu d'autres, mais ceux-là ont une importance particulière dans mon cheminement de jeune médecin à l'époque. C'est-à-dire qu'ils comprenaient mes interrogations, autres que les dogmes un petit peu, parce qu'on a fait médecine où c'est pas dogmatique vraiment, il y a une ouverture, mais il y a quand même des choses qu'il faut apprendre systématiquement. Et moi, j'avais déjà cette sensibilité qui me parlait avec les patients. Déjà, même s'il y avait plein de choses que je découvrais, que j'apprenais avec grande curiosité et grand intérêt, et je sentais qu'il y avait déjà un possible différent. Et donc, ces patrons ont décelé ça et répondaient bien à mes questions et m'ont donné des livres à lire, par exemple. Par exemple, Jean-Marie Wex, qui était un cardiologue, qui est décédé brutalement dans un accident de voiture, malheureusement, sinon il pourrait être là. Donc voilà, alors que j'étais vraiment débutante, externe, c'est même pas interne. Je suivais la visite et d'un seul coup il m'a dit « Oh bah tu devrais lire ce livre, ça t'intéresse » et le livre c'était Le lumineux destin d'Alexandra David-Néel, écrit par Jean Chalon. Mais je peux vous dire que moi dans ma famille il n'y a personne qui fait du yoga, il n'y a personne qui est indianiste, il n'y a personne qui l'Asie, certainement pas, il n'y avait même aucun médecin, enfin, voilà, je suis issue d'une famille d'artisans profondément français, ancrés au centre de la France. Et quand j'ai acheté le livre puisqu'il m'avait dit. Donc voilà. Et puis j'ai commencé à... je ne pouvais pas le lire, j'arrivais pas, c'était pas pour moi à mon niveau par exemple, enfin, ça m'intéressait pas, j'étais trop jeune, ça allait pas. Et puis quelques années plus tard, j'ai ouvert ce livre, j'ai lu et là ça m'a parlé. Mais je faisais toujours pas de yoga. Hein. Et voilà. Et quand je faisais de la montagne, je suis allée en Himalaya quand même, grâce à Alexandra David-Néel. C'est ça, j'allais dire quelle place du coup a eu ce livre par exemple dans ce chemin qui vous amène là aujourd'hui. Il est fondamental ce livre pour moi. C'est la première fois où enfin, c'est une phrase que j'ai mémorisée, quoi. Sois toi-même ta propre lumière. Voilà. Donc ça a été un déclic qui maintenant effectivement prend tout son sens. Donc des choses à apprendre. Et est-ce qu'il y a eu aussi dans votre parcours, de l'urgence à la yoga-thérapie aujourd'hui, des choses à désapprendre? Et si oui, lesquelles? Désapprendre, de toute manière, quand on veut apprendre, on est obligé de... Je dirais, c'est pas une obligation, mais de l'expérience que j'en ai, on doit mettre de côté certaines choses pour s'ouvrir à d'autres. Donc, si on veut comprendre parfois avec les outils qu'on a et qu'on veut absolument garder, il y a une certaine partie de la connaissance qui va ne pas nous être accessible. C'est ça que je pourrais dire. Donc, c'est pas forcément désapprendre, c'est mettre de côté pour s'ouvrir et après reprendre en disant oui, c'était quand même, on n'avait pas forcément compris tous les niveaux de cet apprentissage. Donc c'est pas forcément désapprendre, c'est laisser de côté pour s'ouvrir, pour laisser un espace. Une chose en particulier qui vous vient à nous partager de ça, qui a été un peu nécessaire de mettre de côté pour s'ouvrir? Par exemple, en tant qu'urgentiste, il y a des choses, quasiment tous les endroits d'Île-de-France, voire même beaucoup d'endroits de France, puisque je me suis quand même spécialisée en médecine de catastrophe aussi. Il y a des choses que l'on sait, que l'on sait faire très très bien, très très vite, et c'est indispensable. Et puis, il y a la mort. Donc, la mort, on ne nous l'a pas appris, quoi. Alors on nous a appris ce que c'était que la mort, faire le diagnostic de la mort. Mais tout le reste qui va avec, quand vous réanimez quelqu'un, des fois il ne meurt pas. Alors bien sûr parce que vous le réanimez. Et donc il ne va pas mourir, et puis ça va faire, vous l'avez réanimé, c'est bien. Et puis il y a des fois, alors qu'il n'y a aucune raison, vous réanimez et il ne veut pas. Donc, à un moment donné, alors qu'il n'y a aucune raison physiologique, il n'y a aucune raison... Alors, au début, vous dites, c'est moi qui ne suis pas bon, c'est moi machin, ma pana. Et à un moment donné, il y a
comme une étincelle qui vous dit il y a peut-être autre chose. Voilà. Et puis l'intuition qui a toujours été là de tout temps, depuis que vous êtes né, que vous êtes sur ce chemin, a le droit, émerge, a le droit d'être là. C'est ça surtout l'expérience, c'est-à-dire que l'intuition profonde de tout être humain, d'un seul coup, dans votre profession, et je pense que c'est là où ça devient de l'art, la médecine, c'est quand ça commence à être comme ça aussi. Vous avez tout le savoir d'un côté, toutes les connaissances que vous actualisez, et puis il y a le plus qui fait que oui, il y a aussi ça. Et je reviens aussi sur l'apprentissage. Vous nous avez raconté comment, en voyant une annonce dans un magazine, vous avez dit « Ah bah tiens, oui, ça a l'air intéressant, la yoga-thérapie », et que vous avez ensuite été poussé à ouvrir une consultation de yoga-thérapie, et donc vous avez commencé à pratiquer, et là, oh, ça marche. Eh bien, qu'est-ce qui a marché? C'est quoi les premières choses qui vous ont convaincu, surprise, peut-être aussi interpellé, qui vous ont donné envie de poursuivre? Alors, ce qui m'a... C'était où je pratiquais à un haut niveau l'escalade et la montagne, puisque c'était aussi ma spécialité, escours en montagne. Je suis arrivée à cet enseignement, ce premier week-end de formation, dans la faculté. Alors c'est une formation privée, mais qui louait les locaux de la faculté. Et en fait, ça m'avait mis en confiance, parce que c'était dans la faculté que j'avais fait mes études. Alors que je n'avais même pas regardé autre chose. J'ai vu que c'était ma faculté, alors pour moi c'était bien. Ça aurait pu être très mal. En fait, c'était pas très mal, c'était ni excessivement très bien, ni excessivement, mais alors pas du tout très mal. Et premier week-end, j'ai senti, alors que j'avais un corps physique, et mental affûté. Je n'avais jamais pratiqué du yoga. Je méditais quand même, depuis fort longtemps, mais jamais pratiqué du yoga. J'ai senti dans une posture de yoga un truc dans mon corps. Voilà. Un truc qui... c'était simple, c'était dans le demi-pont. On ne peut pas faire plus simple. Enfin, quasiment, pas plus simple. Mais là, j'ai senti, je me suis dit, tiens, ça, physiquement, je ne l'avais pas expérimenté. Alors, ce qui était rigolo, c'était que... j'ai des collègues qui étaient dans la même formation, qui étaient professeurs de yoga, pas médecins, qui au fur et à mesure, des week-ends qu'on apprenait. Et ils disaient, tu verras, le yoga, c'est parce que moi je parlais toujours, oui, mais en montagne on trouve ci, oui, en escalade on trouve ça, oui, enfin voilà, quoi, vous êtes têtus souvent dans la vie. Donc encore une fois, cette ouverture, mais quand même, les petits messages y passent. Et donc mes collègues professeurs de yoga me disaient, mais tu verras, le yoga c'est encore mieux, certains, pas tous, c'est encore plus que ça. Je dis, ça peut pas être plus que ça. Parce que, c'était les grandes voix, les grandes voix hancheuses, les grandes voix, quand vous êtes confronté à ça, vous avez des moments quand même qui sont proches du samadhi, si on peut dire, si ce n'est pas du samadhi. Sinon, vous n'allez pas plus loin. La force n'est pas l'outil le plus puissant pour faire de la montagne, loin de là. Donc, il y a déjà cette expérience-là. Et puis, au fur et à mesure que j'ai commencé à faire le yoga, oui, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, Le meilleur grimpeur du monde. Donc j'ai acheté, pareil, passez dans la rue, vous trouvez ce bouquin qui n'est absolument pas connu. C'était du côté de la Sorbonne, par là, à Paris, sur les quais. Évidemment, il y avait Grimpe, et il y avait Meilleur. Alors, fatalement, je l'ai acheté. Ça n'avait rien à voir, pas grand-chose, sauf le premier petit... C'est 4 ou 5 petites histoires dans ce livre. Super bien écrit, d'ailleurs, je vous le conseille. Le premier, effectivement, c'était sur la grimpe, mais ça n'avait rien à voir. Et puis, c'était ça, c'était tout à fait ça. Et c'était en même temps quand je débutais le yoga. Je dis, oui. Et puis, au fur et à mesure, j'ai lâché l'escalade et la grimpe. Alors maintenant, quand je vais régulièrement en montagne, parce que la montagne, pour moi, c'est mystique. Mais pas que. C'est vraiment un accord parfait. Et j'ai encore du plaisir si vous me demandez de grimper, mais j'ai plus l'entraînement. Mais je vais encore avoir ce contact avec le rocher, cette sensibilité. Et alors, quels sont justement les liens entre la montagne, l'escalade et la yoga-thérapie? La concentration? En fait, je pense que si ma voie après a été si facile à trouver avec l'expérience du yoga thérapeutique, c'est par toute l'expérience que j'avais eue avant avec la montagne.
Parce qu'en fait, tout prenait son sens. Toutes les expériences que j'avais eues en montagne, que je lise un texte sacré du yoga, une épopée, voilà, ou des expériences ou des choses en yoga-thérapie, ça prenait son sens immédiatement. C'est-à-dire qu'on mettait des mots sur des expériences vécues dans son corps. Donc après, on fait le lien entre, bah oui, le corps, tout compte fait, c'est un magnifique outil pour accéder à ça. Et si on n'avait pas le corps, on n'y accéderait pas. Oui, et tout à l'heure aussi, vous parliez évidemment de douleur, on va revenir sur la douleur, mais quand on est parfois embarqué comme ça dans une grande voie, à un moment donné, on est saisi d'une douleur. Qu'est-ce qui fait justement qu'on arrive à faire avec? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont parallèles avec ce que vous proposez dans la yoga-thérapie? Alors, en escalade, quand vous progressez, au début c'est la force, je veux bien faire, c'est l'expérience, etc. Puis à un moment donné, vous vous rendez compte que ça ne suffit pas, donc il faut être bienveillant avec soi. Et la bienveillance, c'est la douceur et le laisser faire, le laisser être, on va dire, pas plutôt que laisser faire. C'est plus utile, enfin, ou tout du moins, c'est aussi utile que la force. Donc en yoga-thérapie, ça, je l'utilise énormément. Après, ça a été ma déduction et c'est mon chemin yoga-thérapie personnel. C'est pas souvent envisagé dans la yoga-thérapie, on va dire, plus classique, un mal, un remède, voilà. Et la douleur dans tout ça, elle vient d'où? Quand est-ce qu'elle se manifeste? Parce que nous ne sommes pas tous égaux. On sait que face à un même événement extérieur, on n'a pas tous la même perception de la douleur. Donc la douleur, elle vient d'où? Oui, alors c'est ça, justement. C'est bon, ça c'est connu dans le monde de la douleur, de ceux qui sont spécialisés de la douleur. On le sait tous, on l'apprend tous. La douleur, c'est quelque chose de ressenti. D'ailleurs, il y a une définition de l'OMS de la douleur, et puis comment, enfin bref, je trouve pas le mot, mais c'est pas grave, de l'étude de la douleur, enfin internationale, voilà, une définition internationale de la douleur. Et ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, c'est une sensation. Donc déjà, c'est une sensation c'est une sensation. Donc la sensation, elle est fatalement personnelle, elle est individuelle. Donc ma douleur n'est pas ta douleur. Et c'est vrai qu'en médecine, enfin ça c'est aussi l'explication du regard yoga-thérapeutique ou d'un regard éveilleur de conscience. Dans le soin, c'est que ce que dit celui que tu vas soigner, tu n'as pas à l'interpréter, tu n'as pas à le juger, ben ça c'est facile. Mais faut-il encore avoir cette écoute? Et pour avoir cette écoute, il faut, donc on en revient à la première question, voilà. Il faut laisser l'espace pour avoir la vraie écoute et pas déjà ce que l'on veut, déjà voir le résultat. Voilà, ok, tu t'es tordu la cheville et tu me dis que tu as très mal. Moi, je me suis tordu la cheville, j'ai marché, je suis descendue de l'Himalaya avec mon entorse de cheville. Me fais pas chier, entre guillemets, avec ton entorse de cheville, c'est rien. On est tous tentés de faire ça, qu'on soit soignant ou pas, de la douleur de l'autre, de la mettre en reflet avec ses propres douleurs ou souffrances. Ça, c'est pas forcément de la médecine, hein, c'est de la philosophie ou de la conduite de vie. Donc on en revient... non, l'autre est différent de moi et je ne peux pas penser, je ne peux pas savoir ce que pense l'autre ni ce que ressent l'autre. Même si au quotidien, il est toujours avec moi. Même si c'est mon enfant, même si c'est mon conjoint, et encore plus, bien sûr, si ce sont des patients. Donc ça, c'est un grand apprentissage. Et le yoga, bon, ça vous aide beaucoup quand même. Et est-ce que cet apprentissage, ce regard-là sur la douleur, il transforme des pratiques hospitalières, par exemple? Est-ce qu'il change le regard? Parce que tout à l'heure, vous disiez justement que sur ce sujet de la douleur, en fait, sur 70% de personnes qui arrivent avec une douleur, 60 repartent avec cette douleur, et que sans doute, ça venait du regard qu'on porte sur la douleur. Et donc, en quoi ce changement de regard peut amener peut-être des changements de pratique? Ça change tout dans le traitement de la douleur, ça change tout. Ça augmente l'efficacité. Et c'est pour ça que je me suis reconvertie dans la douleur.
dans voilà, la prise en charge des douleurs chroniques et des douleurs quelles qu'elles soient. Et du coup, bien évidemment que ça change toute votre prise en charge parce que vous écoutez vraiment le besoin. Et est-ce que l'hôpital aujourd'hui est en capacité de se poser ces questions-là? Alors tout l'hôpital probablement pas, mais de plus en plus de médecins ou de soignants sont ouverts quand même à cette dimension, même si elle n'est pas jusqu'au boutiste, comme ça, enfin voilà, développée à ce point-là, mais en tout cas ont déjà cette ouverture. Oui, ça, je te dirais, c'est comme une tache d'huile, ça s'infuse petit à petit, ça diffuse et ça se propage. Faut-il encore avoir le temps, parce que le problème de notre société, et en particulier dans le soin, c'est pas que les médecins ne veulent pas, c'est pas que les soignants ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont plus forcément le temps, donc on va à l'essentiel. Et si vous n'avez plus le temps d'écouter l'autre et d'observer l'autre, vous n'avez plus ce temps nécessaire à cette vraie écoute qui va vous donner tout de suite, qui est une grande efficacité. Parce qu'au lieu de faire revenir le patient 10 fois, ou de l'envoyer, aller voir votre médecin traitant, ou c'est pas grave, il n'y a rien de pire que ça. Même évidemment, moi je connais bien parce que je suis urgentiste, oui, c'est pas grave, c'est sûr que si vous avez une entorse de cheville, c'est pas grave par rapport à être écrasé sous un immeuble qui vient de s'effondrer. Mais pour la personne qui vient, c'est parce qu'elle attend, quoi. Donc c'est vrai que ça évite de nombreux retours à l'hôpital. Donc en fait, on n'a pas le temps sur le moment parce qu'on ne nous donne pas le temps, on n'a pas les moyens. Mais en fait, on gagne du temps sur le court terme, sur le moyen terme et le long terme. Donc une véritable écoute. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de mes collègues, quelles que soient les spécialités, souhaitent avoir plus de temps. Et trouvent des possibilités diverses pour essayer d'avoir plus de temps. Exemple, les médecins de ville qui vont s'installer hors secteur ou en secteur moins conventionné, donc dit les secteurs 2 ou 3, pour avoir plus le temps. Bon, il y a toujours des dérives, il y en a qui vont faire ça pour avoir plus d'argent. Mais globalement, quand même, le médecin, s'il a fait... Le soignant, c'est pour soigner, c'est pas non plus pour exploiter l'autre. Donc voilà. Oui, c'est très efficace. Et quel serait le plus petit exercice à pratiquer en salle d'attente, par exemple, quand on vient avec une douleur? La première chose. Vous avez vu, je ne sais pas, il y a quelques parmi le public, donc vous avez assisté à la conférence d'avant, et je vous ai fait faire un petit exercice. Vous vous rappelez? Qu'avez-vous ressenti? C'est pas très audio, hein, là. Alors, en résumé, c'était désagréable. Après, pas pendant, juste après. C'était désagréable, agréable ou neutre? Agréable. Ouais. Donc c'était juste un petit exercice respiratoire et c'était majoritairement agréable. Faut-il encore accepter de dire qu'on a une sensation agréable dans le corps, hein? Donc la douleur, souvent, quand on a une douleur, surtout qu'elle est chronique, bon, une douleur aiguë, c'est une douleur aiguë, hein. Vous cassez la jambe, ça fait très mal. Si vous êtes yogi, vous gérez mieux la douleur parce que vous savez respirer. Mais vous avez quand même très mal. Et la morphine, c'est drôlement bien, hein. Et puis l'immobilisation de la jambe, c'est drôlement bien. Après, ça n'empêche pas de... Vous comprenez ce qui se passe, quand vous savez utiliser votre corps, vous pouvez avoir très mal à un endroit et garder toutes les perceptions autres de l'environnement. Donc, vous pouvez avoir très mal et ressentir le soleil qui caresse votre peau, l'air chaud, ou contrairement, ou à l'inverse, l'air froid et la neige qui tombe, en prime de votre douleur aiguë. Mais vous pouvez aussi avoir très mal et entendre la voix douce de quelqu'un qui vient vous réconforter. Donc ça, c'est très important, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Ben si, moi j'ai sur reformule, j'ai entendu la respiration, et puis pourquoi pas se concentrer, porter notre attention sur les éléments périphériques à la douleur, ou en tout cas qui alors continuent. ne pas focaliser que sur la douleur, ouvrir
hein, je dirais pas la parole magique, mais presque, c'est-à-dire ne pas se fermer. Alors on a une douleur aiguë, on va se fermer, on va tout faire pour limiter la douleur aiguë, se mettre à l'abri, etc. C'est un instinct de survie, c'est normal. Mais en même temps, il se passe plein de choses autour de soi, et ces plein de choses autour de soi, elles ont le même intérêt qu'avant que vous ayez cette douleur aiguë. Donc ça, c'est important. Donc c'est sûr qu'en yoga thérapie, on va aussi apprendre ça. Et c'est encore plus vrai en yoga, sur la douleur chronique, bien évidemment. Puisque la douleur chronique, du coup, c'est une maladie, c'est plus un truc, quelque chose. C'est vraiment une modification de tout notre organisme. Ça devient une vraie maladie. Et là, il faut refaire des connexions différentes et se réouvrir. Parce que sinon, la douleur chronique, c'est quelque chose où on ne vit que avec, et je dirais pas pour, mais que dans cette douleur chronique, plus rien autour de nous n'existe. Et du coup, ou en tout cas, c'est ça qui prend le dessus. Et on apprécie tout notre environnement et on ne voit qu'à travers cette douleur chronique. On peut avoir la douleur chronique et puis revoir l'environnement complètement différemment. Donc ça, c'est le yoga thérapeutique. Qu'est-ce qui peut expliquer dans cette idée-là que certaines personnes qui souffrent de douleurs chroniques, je pense par exemple à des personnes qui souffrent de fibromyalgie, aient du mal à laisser partir cette douleur? Alors, c'est pas la laisser partir parce qu'elle est là. Mais c'est ne pas s'y accrocher. Et c'est surtout continuer, c'est pas continuer, c'est aussi percevoir. Parce que, comme je vous ai dit au début de la conférence, notre corps n'est que perception, ce n'est qu'un outil qui nous met en lien avec le reste. Donc si on ferme toutes les portes qui nous mettent en lien avec le reste et qu'on n'a plus qu'une seule porte ou qu'une issue de perception qui est la voie douloureuse, qui est un outil, hein, la nociception, c'est-à-dire la perception de la douleur fait partie d'un sens, c'est une sensorialité comme une autre. Donc si on n'a plus que cette voie d'accès pour entrer en communication avec notre environnement, on perd le lien, on perd le contact, on perd plein d'informations. C'est pas vouloir se débarrasser d'eux, c'est vivre avec. C'est complètement différent. Et le fait de vivre avec, ça va vraiment, avec bienveillance, mais vraiment, c'est intégrer sa propre souffrance, intégrer sa propre maladie dans ce que l'on vit. Et du coup, comme le reste va être perceptible, on va manifestement changer notre mode de vie. Et du coup, la douleur deviendra moins forte parce qu'elle va être traitée. Elle va être traitée parce que notre neuroplasticité cérébrale va changer, parce qu'on va bouger plus, parce qu'on va reprendre confiance, parce que ça va sécréter des neurotransmetteurs particuliers, et pas parce que c'est la volonté qui veut abandonner la douleur. Ça fonctionne pas. Merci, c'est passionnant. Nous arrivons au terme de cet entretien. Donc pour en savoir plus, déjà on peut réécouter la conférence et puis également en savoir plus sur vous aviez parlé du diplôme universitaire, pour ceux qui s'intéressent et qui veulent creuser encore plus le sujet. Merci docteur. Merci à vous, merci. Merci au public.